Salam alaikum, Azulfillaoun, bonsoir. Dimanche 24 avril 2022, plus que quelques jours pour le deuxième tour de l'élection française entre Emmanuel Macron, le président sortant, et Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national. Un parti d'extrême droite qui a semé beaucoup de son programme initial en cours de route pour n'en garder que ce qu'il estime essentiel, pour ratisser large. Essentiel pour lui, c'est la stigmatisation de l'immigration et de l'islam, autrement dit un même et unique terreau qui sert de punching ball à moindre coût, puisque ces communautés ghettoisées et qui ne sont représentées que par des courants opportunistes, comme l'Islam de France et autres organisations parasites, sont pain béni pour ce genre de mouvance politique. Il semble, à en croire les instituts de sondage, qu'Emmanuel Macron soit donné favori. Pas très loin devant Marine Le Pen néanmoins, grâce à la mobilisation citoyenne pour lui faire barrage et à toutes les consignes de vote venant d'un peu tous les courants politiques, celui de Zemmour et celui de Dupont-Aignan excepté. Dupont-Aignan, le candidat souverainiste au premier tour, qui a déclaré qu'il votera pour Marine Le Pen. Mais les sondages peuvent se tromper. Marine Le Pen a peu de chances de l'emporter, mais cette issue reste possible. Ce serait dans ce cas un véritable tsunami et un signal à tous les courants d'extrême droite d'Occident, à un moment où le racisme, la discrimination et l'islamophobie se sont décomplexés, à un moment où ils s'expriment sans plus d'entrave. Présidentielle française et si Le Pen l'emportait. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai avec moi en Skype Brahim Younsi, analyste politique, ancien cadre du MDA de 82 à 88. Idiroun Nouren, analyste politique depuis Paris aussi, comme c'est Brahim. Karim Naït Ousliman, analyste et militant politique depuis Paris aussi. Alors, avant de recevoir mes invités, nous allons commencer par écouter le recteur de la mosquée de Paris nous dire qu'il appelle à voter Macron. Écoutons-le. Chers amis, nous sommes tous les enfants de la République dans ce cas-là de plus noble au sein de ce grand pays. Nous avons appris que la démocratie est un bien trop précieux pour être abandonné à ses pourfendeurs. La France vit un moment décisif et il en va ainsi de ses citoyens musulmans. Leur destin, comme celui de toute la communauté nationale, se joue dans les urnes à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle. Nous n'avons pas le droit d'hypothéquer l'avenir de nos enfants en restant des témoins passifs d'une catastrophe politique imminente. Empêchons l'irrémédiable, que l'on ne s'y trompe pas. L'abstention et le vote blanc renforceront l'extrême droite. Halte aux tergiversations, halte à la désinformation. Votons Emmanuel Macron. C'est ce qu'il y a de meilleur. Votons pour que l'esprit du juste milieu l'emporte sur les extrêmes.
Brahim Younsi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter de nouveau. J'ai un problème, je ne vous vois pas. J'espère que J'ai la mire. j'espère qu'ils vont régler le. Voilà, Je l'espère. Je salue les téléspectateurs. Merci. Je leur souhaite un siyam maqboul, Inch'Allah. Amin. Je salue mon ami Idir, mon reine, et puis à notre ami Karim, qui rejoint le Bercail de nouveau. Je lui dis bonsoir. Très bien. Brahim Younsi, donc le recteur de la mosquée de Paris qui appelle à voter Macron, est-ce que c'est... Je suis tenté de dire que ce n'est pas très catholique tout ça, puisque nous sommes supposés être dans un pays laïque où des organisations et des associations à caractère religieux ne devraient pas s'immiscer dans la vie publique, dans la vie politique, à plus forte raison. Par exemple, là je donne un exemple, le consistoire, l'association des Juifs de France, n'a pas appelé à voter. À votre avis, est-ce qu'il aurait transgressé les principes même de la laïcité, ce monsieur? Et puis, autre aspect de la chose, la mosquée de Paris, comme les consulats, dont tout le monde sait qu'ils relèvent d'Alger, toute la diaspora ne suit pas les consignes de vote, ni des consulats, ni de la mosquée de Paris. Est-ce qu'il ne le sait pas lui-même ou est-ce qu'il veut vendre sa sollicitude à M. Macron contre rien du tout? Certainement, certainement. Le recteur de la mosquée de Paris vient de commettre, à mon sens, une faute politique lourde, parce qu'effectivement, il s'immisce dans le champ politique, alors qu'il est considéré étant recteur d'une mosquée, doit être neutre. Il ne doit pas exprimer et surtout appeler à voter pour tel ou tel candidat, alors qu'il doit être tout à fait neutre dans cette affaire. Il ne doit pas s'immiscer dans le champ politique. Vous savez, ça me rappelle, parce que le recteur de la mosquée de Paris s'exprime de cette façon, alors qu'il aurait pu le faire de façon beaucoup plus discrète et constituer véritablement, entre guillemets, un lobby qui puisse faire passer le message. Il donne d'une certaine manière raison à Charles Maurras. Charles Maurras qui, à l'inauguration de la mosquée de Paris en 1926, y avait vu, entre guillemets, un danger pour la République, alors que lui, il était pour la monarchie, évidemment, Maurras. C'est dire qu'on donne toujours le bâton pour nous faire battre, alors que aussi bien le recteur de la mosquée de Paris que d'autres recteurs des autres mosquées devraient se tenir dans une neutralité exigeante. Et ne pas insulter l'avenir, par ailleurs. Et par la même. Restez avec nous, Brahim Younsi. Alors, nous avons convenu donc avec nos invités de faire des tours de micro un peu dynamiques pour pouvoir tourner assez vite, puisque le temps de l'émission a été réduit. Alors, Idir Nouren, merci d'être des nôtres. Merci beaucoup pour cette invitation et heureux d'être avec vous une autre fois. Merci beaucoup, Idir. Alors, en plus d'appeler les musulmans de France à voter Macron, monsieur le recteur de la mosquée de Paris offre un iftar pour les musulmans à l'occasion de cette élection, à l'occasion de cet appel, de cette sollicitude pour monsieur Macron. Moi, je rejoins l'avis de Brahim. Je pense que monsieur le recteur, que je connais bien par ailleurs, a commis une faute. Mais faudrait-il la rattacher, cette faute, qui supposait être faute, au-delà de la rupture du lien par rapport à la laïcité que Brahim a très bien décrit? Il y a eu un précédent, il y a eu un communiqué des imams et des prédicateurs de France appelant à voter au premier tour pour Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu aussi le recteur de la mosquée de Lyon qui a embrayé sur la décision de M. Hafiz d'organiser l'iftar au profit et avec la consigne de vote de manière concomitante et qui a appelé aussi les Français de confession musulmane à s'impliquer, à aller voter évidemment, comme il n'y a que deux seuls candidats, c'est le candidat M. Macron et
et le candidat d'extrême droite de Marine Le Pen. C'est évident et moi je pense que c'est une erreur. Est-ce qu'il faut la lier au fait que sur certains sondages, on dit que ce sera plus serré, que le Rassemblement national peut cette fois-ci briser et casser le plafond de verre, quoique on reviendra tout à l'heure pour analyser les élections. Moi je pense honnêtement que ça a été une erreur, mais je ne pense pas que le recteur de la mosquée de Paris ait pu faire ce type d'annonce et s'immiscer ainsi, brisant le lien de la laïcité par rapport à la République française, évidemment, sans l'aval des autorités algériennes. Je pense que c'est intimement lié. Est-ce qu'on peut le lier Peut-être même dire que plus que l'aval, peut-être même l'injonction, j'allais dire. Oui, d'autant que M. Le Drian a fait une visite surprise en Algérie, où au-delà du fait qu'il fallait parler du gaz, qu'il parlait de quelques dossiers assez chauds, et nous a-t-on dit un peu à la périphérie que la France proposait d'être médiatrice entre le royaume du Maroc et l'Algérie, je pense que ça renvoie à ça. Il faut dire aussi que chaque candidat français de tout temps est passé par Alger avant le déroulement des élections. Donc Alger est une plaque tournante au vu de la puissance de notre communauté qui, hélas, n'est pas organisée en tant que, j'allais dire, de communauté influente. Voilà. Karim Naïtou Slimane, merci d'être des nôtres. Bonsoir Djamaldine, merci de l'invitation. Merci. Honorable invité, mes amis Deider et d'Abrahim, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent. Écoutez, je suis vraiment tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit Deider et d'Abrahim sur, bien sûr, cette bel accro au pacte de la laïcité. Moi, je suis d'avis que les institutions religieuses ne s'immiscent pas dans la vie politique. Et je pense que le recteur de Paris, en faisant ça, a fait, on va dire, une faute politique, mais aussi peut-être qu'il y a la pression de la situation. Bien sûr, l'injonction d'Alger n'est pas loin, à mon avis aussi. Mais je pense aussi qu'il y a quand même risque, il y a danger. Et donc, ils font feu de tout bois pour empêcher le Front National. Mais Karim, pardonnez-moi. Karim, est-ce que la mosquée de Paris sait très bien qu'elle n'a aucun poids électoral en France, comme les consulats, comme l'ambassade, bien au contraire, ils sont même contre-productifs, j'allais dire. Rappelez-vous, la dernière élection en Algérie, ce n'était même pas 3% ou 4% à la diaspora. Quand ils lancent un tel appel, sachant qu'il ne pèse rien sur l'échiquier électoral, ils ne savent pas que les Français eux-mêmes savent qu'il ne pèse pas lourd? Oui, mais c'est pour ça que je dis l'injonction d'Alger n'est pas très loin, parce qu'il faut savoir que la mosquée de Paris, d'ailleurs, il y a eu une grande bataille il y a toujours eu une bataille entre Alger et aussi nos voisins marocains sur cette mosquée, mais historiquement, elle a toujours été un organe, on va dire, de la diplomatie soft power d'Alger, l'un des organes de ce régime. Et donc, je pense que ça fait partie, c'est plus un pas vers une porte qu'ils ouvrent pour Macron, pour le candidat qu'il donne aussi gagnant, je pense. Hein. Mais après, est-ce que ça a vraiment une influence ou pas? Ça, nous ne pourrons pas véritablement le mesurer, parce que la mosquée de Paris, symboliquement aussi, ça n'est pas que l'Algérie. Donc ça s'adresse plus à la communauté musulmane. Oui. Voilà, ça pourrait plus actionner plus ce levier-là. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que cet idéal de laïcité, pourtant en France, on connaît, c'est l'une des laïcités quand même les plus, on va dire, les plus intransigeantes de la planète. Et là, on voit que lorsque ça arrange les affaires des uns et des autres, ils n'hésitent pas quand même à fermer les yeux sur certaines pratiques douteuses. Merci Karim de le dire, parce que c'est vrai que généralement, ils sont intransigeants en matière de laïcité quand il s'agit de priver les gens de certains droits, comme le port du voile, mais que quand le recteur de la mosquée de Paris appelle à voter, ça ne bouge pas une oreille. Alors, Monsieur Jacques Attali avait prédit en 2015 que si rien n'est fait pour changer en profondeur, que le Front National pourrait l'emporter. Et il semble aujourd'hui avoir le rapprochement de ces deux candidats au deuxième tour, malgré les consignes de vote en faveur de Macron,
que l'élection de Marine Le Pen n'est pas à écarter. Et nous allons voir M. Macron qui s'est déplacé pour ce deuxième tour à Marseille. Alors regardez bien, on s'attendait à des foules, bien que Marseille ait voté surtout pour Mélenchon au premier tour et que Macron est passé après Mélenchon. Mais regardez, on ne pensait pas que c'était aussi épars, aussi peu, qu'il y ait aussi peu de monde. Regardez. Brahim Younsi, cette éventualité de Marine Le Pen qui pourrait donc supplanter Macron et emporter les élections vers la présidence de la République, est-ce que c'est un risque sérieux, d'après vous? Si l'on croit les sondages, oui, c'est clair. Je crois que, comme vous l'avez dit, j'avais écouté à l'époque Jacques Attali qui prévenait de l'éventualité, de la possibilité même de Marine Le Pen de remporter les élections ou l'élection présidentielle de 2022. Cela, à mon avis, était déjà dans les tuyaux. Certains même parlent aujourd'hui de la volonté du système, je ne sais pas de quel système ils parlent, enfin j'ai une idée là-dessus, mais du système absolument de faire entrer Marine Le Pen à l'Élysée. C'est dire que cette éventualité ne date pas de la semaine dernière ou d'il y a 15 jours. C'est depuis quelques années que cette éventualité est posée chez les politologues notamment. Simplement, je pense que Marine Le Pen touche là à un problème qu'il ne faut en réalité toucher, comme dit Montesquieu, que d'une main tremblante. Or, elle a aussi touché à cette question de l'islam et qu'elle traite dans un cadre, j'ai cité Maurras tout à l'heure, qu'elle traite dans un cadre de nationalisme intégral, à savoir que, et ça c'est aussi Maurras qui a écrit ce livre de nationalisme intégral. Et nous sommes d'une certaine manière dans le nationalisme intégral, qui est, pour ne citer que trois points de ce nationalisme intégral, à savoir que la xénophobie, l'antisémitisme et Mais c'est Brahim, il semble que Marine Le Pen... Et la germanophobie. Excusez-moi, Brahim, il semble que Marine Le Pen ait mis de l'eau dans son vin, puisque pour ce qui est des Juifs, elle n'est plus pour l'interdiction de la kippa, mais seulement du voile. Et pour ce qui est de son opposition à l'islam, maintenant elle dit non. D'ailleurs, on va passer à une vidéo tout à l'heure. Je ne suis pas contre l'islam, je suis contre l'islamisme. Pour faire la différence, c'est extrêmement difficile. On l'a déjà fait. C'est ce que faisait aussi comme différence Renan, même si on les associe. C'est ce que faisait Renan, Ernest Renan aussi. C'est dire qu'aujourd'hui, il y a un amalgame où on veut séparer qu'on dise ce qu'est l'islam et ce qu'est l'islamisme ou ce qu'est le fondamentalisme. Comment est-ce qu'on peut qualifier quelqu'un, ou notamment une femme, qui porterait le voile d'une certaine manière serait islamiste ou fondamentaliste, et celle qui le porte d'une autre manière serait seulement, ou respecterait seulement l'islam? C'est extrêmement difficile. Il faut dire que là, parce que vous parlez de la question de la kippa, effectivement, Marine Le Pen est revenue là-dessus, elle ne vise plus la kippa. C'est dire que
elle porte atteinte à un principe constitutionnel français. C'est l'égalité des citoyens devant la loi. Et il y a une rupture avec cette question du voile et de la kippa, il y a une rupture de l'égalité des citoyens français devant la loi. C'est extrêmement grave. Ce principe constitutionnel serait bafoué de façon flagrante si elle venait à interdire le voile et à accepter la kippa sur l'espace public ou dans l'espace public. La question de la rupture de l'égalité des citoyens, il ne faut pas l'oublier, que l'égalité est centrale dans la devise de la République française. Et Marine Le Pen, il donne là un coup plus que de canif à cette devise en faisant une espèce de scission dans l'égalité. D'accord. Alors, nous allons écouter Madame Le Pen papoter, à discuter, à parler avec une musulmane française qui porte le voile. Écoutez-la. Nous sommes français. C'est vous toujours les immigrés. Nous sommes d'origine algérienne, mais nous sommes français. C'est pas sur le papier, c'est qu'on aime ce pays. On l'aime. Écoutez-moi pour que je vous rassure. Tous les Français, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, quel que soit leur prénom, quel que soit quoi que ce soit, tous les Français, je me bats pour eux. Mais il faut tenir ce discours tout le temps. Il ne faut pas changer. On se bat pour la même chose. Pour l'achat, pour tout, pour nos enfants. Tous les Français sont concernés par mon projet, sans exception. Je ne peux pas vous dire mieux. Voilà. Écoutons ce qu'elle pense de cette différence entre l'islam et l'islamisme, nous dit-elle. Oui. Je le dis depuis des années. Et que moi, je lutte contre l'islamisme, c'est-à-dire je ne lutte pas contre une religion, je lutte contre une idéologie, qui est une idéologie qu'on appelle l'islam politique également, et qui vise à imposer la charia, c'est-à-dire un certain nombre de règles qui vont évidemment à l'encontre de nos valeurs, de nos lois, de notre constitution, etc. Est-ce que vous dites comme lui? Alors hier, il a répondu à une question de Gilles Boulot, qui lui a demandé s'il serait le président de tous les Français. Et il a dit « je serai le président de tous les Français ». Mais voilà, on va l'écouter justement. Le président de la République est le président de tous les Français. Et moi, je serai évidemment le président des Français de confession musulmane. Vous savez, j'ai toujours dit, contrairement à beaucoup d'autres, je ne distingue pas entre l'islam et l'islamisme. Parce que ça, c'est la même chose. C'est une fausse distinction. En revanche, je distingue entre l'islam et les musulmans. Et j'appelle tous les musulmans à s'assimiler et à renoncer à la pratique de l'islam qui consiste à imposer un code juridique et politique. Vous êtes d'accord? Ah non, écoutez, non, je suis désolé, parce que là, pour le coup, il dit en réalité, je demande aux musulmans d'abandonner leur foi. Moi, je ne leur demande pas ça. Parce que moi, je suis très respectueuse de la Constitution française et de la liberté de conviction, y compris religieuse. Car dans la Constitution française, la religion est une conviction comme une autre. Macron qui ne remplit pas, qui n'attire pas les foules, nous l'avons vu à Marseille. Une Marine Le Pen qui a mis de l'eau dans son vin et qui semble caracoler allègrement, qui a changé de façon absolument incroyable. Elle est en train de tenir un discours qui pourrait peut-être même séduire certains musulmans à la limite. Par rapport au meeting de M. Macron, c'est vrai que c'était un public assez, on ne dirait pas éparse, mais qui n'a pas fait le plein, parce que les organisateurs avaient dit qu'il y aurait à peu près entre 4000 et 4500 personnes sur l'esplanade où ils devaient justement donner meeting. Or, les chiffres qui ont été annoncés, c'est entre 3002 et 3003. Mais n'oubliez pas aussi que cette région-là, il a eu le soutien très tôt de Muselier, qui est président de la région, d'Estrosi, qui est maire de Nice, de Castaner, qui a été député de Marseille, me semble-t-il, et qui, lui, est militant et président du groupe parlementaire de la République En Marche. Faut dire aussi que Mélenchon a fait le plein, mais Mélenchon dans cette région, qui, n'oubliez pas, c'est une région très colorée. Le discours de Mélenchon, bien que M. Macron soit aussi un grand tribun,
M. Mélenchon est un tribun. Il a axé son discours sur qui était contre les discriminations. Il a, dans son discours politique, la retraite à 60 ans. Il a été d'un grand secours pour la communauté musulmane en s'opposant frontalement et à la fois aux guignols de M. Zemmour et de Mme Le Pen et accessoirement de Dupont-Aignan et de son petit ami, son nouveau petit ami Florian Philippot. Donc de ce côté-là, c'est vrai que monsieur Macron n'a pas fait le plein. Mais ce qu'il faut dire dans ce cadre-là, par rapport à Marine Le Pen et par rapport au voile islamique, c'est vrai que Mme Le Pen a évidemment lissé son discours, elle a axé son discours de manière stratégique sur le pouvoir d'achat. Les Français sont très sensibles à cette question. Par contre, comme disait Brahim quand il a rappelé Maurras, Barrès et compagnie, c'est vrai que l'idéologie d'extrême droite ne change pas. Elle ne change pas. Monsieur Maurras a été l'inspirateur de toute l'extrême droite française, même dans son expression la plus violente. Je rappellerai aux jeunes téléspectateurs qui nous regardent, c'est que dans les années 70, et Brahim pourra en témoigner, nous avions au bas mot 2-3 Algériens assassinés par balle sur le territoire français. Ce qui a provoqué ensuite évidemment la rupture de l'émigration classique conventionnelle entre l'Algérie et la France. Pour en revenir au discours de Mme Le Pen, moi je ne pense pas. L'hypothèse la plus probable, c'est que M. Macron va être réélu parce que non seulement elle a fait le plein dans ses voix au premier tour, qu'elle n'a pas de réserve de voix à part celle de M. Zemmour et de Dupont-Aignan qui a fait 2-3 ou 2-4. Et c'est pour ça qu'elle essaye de séduire par des mesures économiques et par une espèce de libéralisme de pensée, d'être moins dans le dogme, plus dans la pensée, d'être rassembleuse. Je pense qu'elle ne pourra pas dépasser les 47, 46, 47, 48 au maximum. Donc je ne pense pas que l'élection de M. Macron... Oui, mais si elle a 47 ou 48%, Edir, sur un plan macro-politique, ça va poser problème. Ça veut dire qu'il va falloir tenir compte de ces électeurs qui seront considérables, qui représenteront... Vous imaginez ce que c'est 47% de l'électorat? C'est plus de 20 millions. Mais monsieur Benchenouf, évidemment qu'il faudra en tenir compte. Pour la bonne et unique raison. Mais se pose aussi le fait que l'élection... Parce que le véritable enjeu, moi je pense que l'élection présidentielle est pliée, globalement, sauf accident, comme vous avez dit, tsunami. Moi je pense que c'est le troisième tour, c'est les législatives qui vont poser véritablement... qui sont aujourd'hui, avant l'élection du deuxième tour, qui sont primordiales. N'oubliez pas aussi le vote de la gauche, qui serait un peu radical, additionné au-dessus des socialistes et des deux partis trotskistes qui se sont présentés. Moi, je pense que si une coalition de gauche pouvait se réaliser, ça rendrait moins facile la tâche de M. Macron pour ce deuxième quinquennat qui, pour moi, me semble acquis. Karim Naïtou Slimane, nous allons d'abord voir ce que pense Marine Le Pen. Elle ne dit pas les Tunisiens de France, elle ne dit pas les Marocains de France, les Mauritaniens de France, les Sénégalais de France. Elle parle des Algériens de France, écoutez-la. Les Algériens qui vivent déjà en France et se comportent conformément au droit français, respectent nos us et coutumes et aiment la France, ses traditions, son histoire, sa culture, qui bénéficient d'un contrat de travail et qui nous enrichissent de leur savoir-faire, ce qui constitue, je pense, la majorité d'entre eux, n'ont pas de raison de ne pas être invités à y rester. Les autres, certes minoritaires, devront partir. Et les services consulaires algériens devront délivrer des laissez-passer en respectant la décision souveraine de la France d'éconduire de son sol tout étranger qu'elle juge indésirable, même d'ailleurs sans condamnation pénale. Karim Naïtou Slimane, cette possibilité d'une Marine Le Pen présidente de la République française? Je ne vous cache pas que je suis pour la première fois un peu inquiet parce que par exemple par la multiplication des votes blancs ou l'abstention, on pourrait quand même, il y a cette fois-ci une chance certes minime, mais de voir le Front National gagner. Pourquoi? Parce que la situation politique en France est très très complexe. Il faut savoir que depuis la fin des 30 Glorieuses, dans les années 70,
et le tournant de la rigueur dans les années 80, la situation, le débat politique en France, normalement toutes les élections devaient se jouer à gauche. Devait se jouer à gauche sur des questions sociales. Et c'est ce qu'on voit actuellement, c'est que, par exemple, le candidat Macron peine à faire le plein. C'est normal parce que, quand même, les classes laborieuses en France ont souffert pendant ce quinquennat. Mais, comme j'ai dit, depuis le tournant de la rigueur, le système français, le système français, parce qu'il s'agit aussi d'un système, parce que lorsque Macron parle du système algérien qu'il qualifie de politico-militaire, le système français aussi, c'est un système politique-financier. Hein, c'est un système politique-financier où les grandes familles du capital, quand même, gèrent la vie politique française, notamment à travers les médias. Et donc, on sait très bien que Macron est quand même le candidat des riches en France, hein, le candidat du capital. Et grâce aux entourloupes et toutes les manipulations qu'ils ont fait à travers leurs médias, ils ont réussi quand même à faire échouer tous les candidats de gauche authentique, d'extrême gauche, mais aussi de gauche, parce qu'un Mélenchon quand même avait largement sa place en deuxième tour. Et ils ont fait ça par le fait d'orienter le débat politique, non pas sur les questions sociales, mais sur les questions sociétales. Hein, sur les questions sociétales, on se souvient par exemple à l'époque quel était le candidat du PS avant l'effondrement du PS, celui qui a parlé d'Alacrité pour Bouteflika, j'ai perdu son nom. François Hollande. François Hollande, c'était sur le mariage pour tous, donc une question sociétale. Et maintenant, on voit que la thématique, toujours une thématique sociétale, c'est celle de l'immigration. Et sur ce plan, il faut savoir que Marine Le Pen a gagné des points indirectement par le candidat Zemmour. Comment ? Parce que Zemmour, par son discours extrêmement radical, a quand même, d'une manière indirecte, a contribué à la dédiabolisation de Marine Le Pen. C'est-à-dire que grâce à Zemmour, à sa radicalité extrême, Marine Le Pen maintenant, elle est presque une candidate, je dirais, de droite normale. Et pour cela, donc, pour certains, y compris dans la communauté musulmane, qui ont souffert socialement du quinquennat de Macron, donc certains voient des musulmans de la communauté musulmane peuvent se porter pour des raisons sociales, peuvent se porter sur la candidate Le Pen. Mais là, en quoi cela pourrait-il leur être profitable ? Être profitable, justement. Par rapport à Macron, par exemple, pour ce qui est de l'Algérie, jamais un président français n'a fait autant de gestes sur le plan mémoriel, sur le plan de la révolution algérienne, que M. Macron. Pourquoi donc choisirait-il Mme Le Pen, qui, même si elle a mis de l'eau dans son vin, continue quand même de camper sur ses positions très, très xénophobes et très islamophobes? Ah oui, sur ça, oui. Je ne dis pas que c'est une bonne solution. Au contraire, je dis que c'est une fausse solution à un vrai problème. C'est-à-dire les musulmans de France n'ont aucun intérêt, hein, et en premier lieu les Algériens, la communauté algérienne n'a aucun intérêt à voter Le Pen. Au contraire, il faut voter utile. Parce que, pourquoi je parle d'une fausse solution à un vrai problème ? Parce que la solution aurait été quand même de se rassembler derrière un candidat de gauche, et notamment la candidature la plus réaliste, qui a été celle de Jean-Luc Mélenchon. Mais là, actuellement, puisque les jeux sont faits, il me semble qu'il faut aller vers le vote utile et soutenir la candidature Macron, parce que pour Le Pen, même si elle a mis de l'eau dans son vin, mais je pense que quand même, il faut se méfier, parce que c'est typiquement un discours de campagne. Et on sait très bien tous les mensonges dont les candidats sont capables pendant les campagnes. Donc elle peut promettre ce qu'elle veut, mais lorsqu'elle sera aux commandes, moi, je ne la verrai pas agir de cette manière. Je pense qu'elle sera très rude avec la communauté musulmane, et notamment la communauté algérienne, avec laquelle elle a un passif familial. Il faut rappeler quand même qu'elle est la fille de Le Pen. Le Pen qui a été évoqué dans plusieurs dossiers de torture en Algérie. Donc voilà, il ne faut pas oublier tout cela. Alors, nous allons voir Mme Le Pen parler de renvoyer les clandestins, avant de donner la parole à Brahim Younsi. Maintenant, ce que je renégocierai dans les accords du Touquet, c'est que je dirai à M. Johnson, écoutez, vous êtes bien gentil, hein, mais nous-mêmes, on est full up. Donc, si vous avez des clandestins qui arrivent sur le territoire britannique, vous ne les renvoyez pas en France, vous allez les renvoyer dans leur pays d'origine.
Voilà, d'accord? Parce que nous aussi, on a, a priori, entre 700 000, dit M. Darmanin, 900 000, dit M. Stefanini, 1 million de clandestins. Voilà, que l'on doit nous-mêmes renvoyer dans leur pays d'origine. Et donc, chacun fera sa part du travail. Voilà ce que je dirais. Écoutons encore Madame Le Pen. Vis-à-vis de l'Algérie, mon souhait est donc d'emblée de conditionner tout nouvel octroi de visa au profit de ressortissants algériens, toute autorisation de transfert de fonds, toute acquisition de propriété en France par un dignitaire algérien à plusieurs éléments, incluant une mise en œuvre effective de la réadmission par les autorités consulaires algériennes en France. Je pense qu'il vaut mieux s'attaquer à ces irritants d'emblée, ce qu'aucun de mes prédécesseurs n'a eu le courage de faire, et ensuite de nouer progressivement des relations normales d'État souverain à État souverain, ce qui me semble être plus encore dans l'intérêt de l'Algérie et des Algériens que de la France. Au fond, nous ne sommes pas dépendants économiquement de l'Algérie, ni d'ailleurs du gaz algérien. Il est surtout dans l'intérêt de l'Algérie que ses relations avec la France soient saines et apaisées. Je le répète, sans rien oublier du passé, car la reconnaissance du passé, de ses éléments glorieux et de ses ombres ne signifie pas repentance. Je souhaite nouer des relations amicales avec le peuple algérien parce que c'est notre intérêt mutuel et parce que c'est une question, au fond, plus sentimentale de part et d'autre que rationnelle ou économiquement indispensable pour la France. Brahim Younsi. Ah oui. Vous savez, elle a beaucoup gommé les aspérités qu'on lui connaissait. Sur les questions que nous avons traitées à l'instant, notamment sur la question du voile, Marine Le Pen, les propos qu'elle tient sur le plan public sont des propos effectivement qui passent, et qui passe y compris dans la communauté, ou ce que l'on appelle la communauté musulmane en France. Et il y a un hiatus quand même entre ce qu'elle dit là et ce qu'elle écrit dans son programme. Il faut regarder son programme sur la question du voile en particulier, où elle ne fait pas de quartier, elle ne fait pas de distinction, ni entre celles qui le portent parce qu'elles sont musulmanes ou les autres qui le porteraient pour des questions politiques islamistes. Elle lisse son discours quand elle est devant les médias ou en public, mais son programme reste le même. À certains égards, elle porterait atteinte à la déclaration française des droits de l'homme et du citoyen, notamment dans son article 6. C'est dire que le discours de Madame Le Pen peut passer d'une chose sur le plan public à une autre quand il s'agit de son programme, le programme qu'elle a présenté aux Français. On veut bien la croire, mais simplement qu'elle révise son programme. Il y a 144 points et il y a des points sur l'islam. Et elle commence d'abord par l'islam dans son programme, par l'attaque contre l'islam, les restrictions à l'islam, et pas seulement la question du voile. Mais cette question de l'islam en France, vous savez, elle n'est pas récente, elle remonte au moins au Moyen-Âge. Vous savez, quand les enfants français chantaient la chanson de Roland, il y a un vers qui parle des idolâtres de Tervagant, qui mêlent l'épique à l'extravagant. C'est dire, et ça c'est l'imaginaire, et l'imaginaire populaire. Vous avez aussi, y compris dans la scolastique, les auteurs musulmans et les auteurs français qui ont travaillé sur l'islam. Et Renan n'en est qu'un exemple, qui, comme dirait l'autre, avait l'attaque, comme dirait d'ailleurs Hicham Djaïat, l'historien, le grand historien français qui avait travaillé sur l'Europe et l'islam.
j'allais dire la haine contre l'islam, à l'égard de l'islam, quand les Européens, les Occidentaux ont commencé à travailler les textes musulmans, j'allais dire la controverse était dans les textes. Et cela continue encore aujourd'hui, comme on le voit chez Mme Le Pen, et pire encore, chez Éric Zemmour. La question de l'islam s'est posée depuis que le berbère Tariq Ibn Ziyad a remporté la bataille d'Algésiras en 711. C'est dire que cela va loin dans l'histoire, la confrontation, ou ce qu'ils appelaient la confrontation islamo-chrétienne, alors que les choses, depuis au moins apparaît les colonisations, parce que les colonisations aussi ont exacerbé ces questions-là. Et après les colonisations, les indépendances, et notamment avec l'indépendance de l'Algérie, et Marine Le Pen en fait référence souvent parce que c'est un point central, la question de l'Algérie, et l'Algérie bien sûr coloniale, et l'Algérie indépendante par la suite. Et c'est la raison pour laquelle elle ne fait référence qu'à l'Algérie, et vous l'avez dit, elle ne parlait ni de la Tunisie, ni du Maroc, ni d'autres pays, mais l'Algérie est restée centrale dans cette confrontation entre le colonialisme et l'Algérie. Elle parle même de révoquer les accords de 68 qui donnent un statut particulier aux Algériens. C'est tout à fait cela. C'est tout à fait cela. Donc, en même temps qu'elle veut rassurer les Algériens en particulier, mais quand on le voit, son programme que j'ai relu tout à l'heure, c'est 144 points, on n'est pas vraiment rassuré. Idir Ounouren, à votre avis, je vous pose la question, mais vous pouvez commenter ce qui vient d'être dit si vous le souhaitez en même temps. Pourquoi ces communautés ghettoisées, discriminées, stigmatisées ne parviennent-elles pas à se mobiliser, à utiliser le vote comme un moyen de pression pour améliorer leur sort? Il y a deux niveaux là. Si on s'adresse à la communauté musulmane installée en France, il y a évidemment, Karim l'a évoqué tout à l'heure, et c'est très bien, il y a évidemment l'enjeu de la mosquée de Paris qui a toujours été un enjeu de rivalité, j'allais dire, avec le royaume du Maroc. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les Marocains et les Algériens. Il y a la communauté turque qui est extrêmement bien organisée, il y a la communauté comorienne qui est extrêmement bien organisée aussi. Donc, se baser uniquement sur l'appel à la communauté musulmane, il me semble qu'avec toutes les tensions qu'il y a entre les différents pays, cet appel a très peu de chances d'être entendu. Donc, mais au niveau de la symbolique, ça a valeur quelque part. Concernant le discours de Madame Le Pen, qui a été, pour moi, moi je suis un laïc, je le considère comme carrément anti-musulman, même pas anti-islamique, anti-islamiste, pardon, anti-musulman. Je crois qu'à travers le discours menaçant par rapport qui était dirigé à la communauté algérienne et à l'Algérie en règle générale, je pense que par cet excès de langage, elle a montré qu'elle n'avait pas encore l'épaisseur et la densité d'une femme d'État. Il y a beaucoup de travail à faire en plus. C'est très bien que vous ayez montré cet extrait-là. Pour moi, dès que j'ai vu cet extrait, je ne l'avais jamais vu, je me suis dit, non, cette dame, quel que soit le langage un peu plus policé, un peu plus, disons, normalisé, on va dire, non, cette dame n'a pas l'épaisseur de la... Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites anti-musulman et dire anti-musulman, je n'ai pas très bien compris? Oui, c'est un discours anti-musulman. Le discours de Madame Le Pen. Quand elle nous dit, quand elle parle de lier par rapport à l'Algérie, oui. Par rapport à l'Algérie, quand elle parle de lier la relation algéro-française de manière invasive
si vous ne reprenez pas vos clandestins, je ferme les visas, je n'autorise pas les transferts, etc., etc. Mais quand on dit algérien, on est très assimilé à la communauté musulmane. Pour moi, c'est en subliminal cette histoire. Le côté musulman qui ressort. Puisque par ailleurs, elle dit j'ai beaucoup de respect pour le peuple algérien, etc., etc. Mais dans le contexte politique actuel, je pense que c'était les musulmans qui étaient visés à travers sa formulation concernant les Algériens. Ce qu'il faut observer aussi dans l'élection française, c'est que ça a dénoté 3 blocs. Et ça risque de nous mettre en perspective la France de demain. Il y a 3 blocs. Il y a le bloc Macron, donc qui a rassemblé les marcheurs, évidemment, mais aussi la droite un peu centriste, qui a fait à peu près 27-28%. Il y a un bloc nationalo-identitaire, représenté évidemment majoritairement par Mme Le Pen, accessoirement par M. Zemmour, qui a scoré à 7 et quelques. Et il y a le 3e bloc, c'est le bloc de la gauche extrême, on va dire, je n'aime pas le mot d'extrême gauche, quoique il y a eu 2 candidats d'extrême gauche et 2 candidats trotskistes, Mme Artaud et M. Poutou. Quand vous voyez tout ça, voilà ce qui va se jouer dans les prochaines années. Et là, actuellement, on note aussi la chute complète, l'effacement de la droite républicaine, qu'on appelle la droite napoléonienne, qui est là pour la sécurité, le travail, etc., etc., et qui a scoré à moins de 5% avec Mme Valérie Pécresse, il faut le noter. Je ne parle pas de la candidature qui est devenue une candidature de témoignage de Mme Hidalgo, qui a fait un 7, c'est un scandale. Ça veut dire tout simplement que la social-démocratie a été reprise par Macron, indépendamment qu'il ait été, comme l'a si bien dit Karim, le président des riches et le président du capital. Donc c'est dans ce contexte-là, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, le 3e tour sera infiniment plus intéressant à décortiquer que le 2e tour de l'élection présidentielle, où pour moi, à mon sens, sans trop de risque de me tromper, si je me trompe, c'est pas grave, le résultat est plié déjà. Karim Naït Ousliman, vous avez le mot de la fin. Oui, écoutez, je suis d'accord avec ce que disaient mes 2 amis, bien sûr. Je pense qu'il y a une crise profonde dans le paysage politique français. Et je vais terminer sur une idée un peu originale qui va venir par la suite, mais je rappelle juste une chose, c'est que le vote Le Pen est un mirage, une chimère, une fausse solution pour un vrai problème. Donc pour l'instant, pour la communauté musulmane de France, il vaudrait mieux voter, à mon sens, un vote utile pour Macron sans l'aimer, mais quand même un vote utile. Et voilà. Par contre, pour revenir à la situation globale en France, je pense qu'il faudrait un hirak en France en réalité. Et ça a commencé par le mouvement des Gilets jaunes, ça n'a pas réussi à prendre parce qu'ils ont versé dans la violence. Mais je pense qu'il faut une révolution profonde de la société française. Je pense que la Ve République est réellement à bout de souffle. Et il y a un problème parce qu'ils ont un système politique maintenant qui n'est plus en adéquation avec les réalités socio-économiques des Français, des ménages français. D'ailleurs, comme en Algérie, on a par exemple le système qui manipule à chaque fois les différentes thématiques régionalistes, qui joue sur la religion, sur le régionalisme, sur l'histoire aussi, sur la culture, sur beaucoup de choses pour faire oublier aux Algériens que quand même ils ont un des SMIC les plus faibles du monde et que leur situation socio-économique est catastrophique, et ben en France on commence quand même à assister à la même chose, c'est-à-dire on a une paupérisation de la société française, on a quand même une dégradation des conditions du travail des salariés, on a beaucoup de problèmes sociaux, mais le système arrive toujours à détourner l'attention des Français sur des sujets sociétaux, c'est-à-dire sur, par exemple, comme j'ai dit, le mariage pour tous, le communautarisme, l'immigration, la sécurité et tout ça, alors que la véritable question, c'est la place du citoyen dans sa société et surtout sa situation sociale. Voilà. Alors, dernier tour de micro, 1 minute chacun, tour de micro pour la route, comme on dit. Brahim Younsi, en moins d'1 minute chacun, s'il vous plaît. Je voulais juste préciser à mon ami Idir, qui avait parlé tout à l'heure, de 4 ou 5, voire de 3 ou 4 assassinats des Algériens dans les années 70. Non, ce nombre-là est
et 10 fois plus. C'est une cinquantaine d'Algériens qui ont été assassinés dans les années 70. C'est pas rien. Dans toutes les années 70 ou chaque année des années 70? Non, dans les années 70, entre 1973, 74 et 1975, en un an, c'est une cinquantaine d'Algériens qui ont été assassinés en France. C'est dire que le bilan est extrêmement lourd. Il ne faut pas oublier cela. Très bien. Voilà. Autrement, il y a aussi pratiquement ce que l'on considère comme des insultes. Par exemple, on confond les Arabes et les musulmans, mais pour les appeler les Sarrasins, par exemple. Ouais. Et le mot Sarrasin, c'est quelque chose aussi que l'on peut considérer comme quelque chose d'insultant, parce qu'il se moque des Arabes qui sont les fils d'Agar, mais que l'on attribue à Sarah, la première épouse d'Abraham ou d'Ibrahim. Oui. Vous voyez comment on essaye d'humilier les gens en les appelant, en tout cas, qui les appellent les Sarrasins. Très bien, Brahim aussi, encore qu'on ne les appelle plus les Sarrasins de nos jours, en fait. Idirounoren, à moins d'une minute, s'il vous plaît, nous avons vraiment débordé. Merci pour cette minute si gracieusement offerte. Ramadan, à l'occasion de Ramadan. J'ai compris. Je dirais à Brahim que j'ai dit 3 ou 4 assassinats par semaine, ce qui nous amène à ton chiffre à peu près. Voilà. Voilà. Mais ça, nous avons hâte de reprendre sur les plateaux. Skype dénature un peu le propos. Quoi dire de plus? Parler de Marine Le Pen, moi, je pense que c'est dépassé. Il y a le débat qui va arriver mercredi, qui pourra faire bouger les lignes si Macron ne fait pas trop d'erreurs, s'il n'est pas trop condescendant, s'il n'est pas trop scolaire par rapport à Madame Le Pen. Il risque de perdre, dans le meilleur des cas, 1,5 point. Mais il va essayer de l'entraîner sur le terrain des chiffres, comme la dernière fois en 2017. Très certainement. Non, mais Madame Le Pen a beaucoup travaillé là-dessus, et sur certains côtés, elle s'est beaucoup améliorée, mais son discours reste le même. Brahim l'a dit et je confirme. Son discours d'extrême droite, raciste, xénophobe, dont la matrice intellectuelle, c'est Boas, c'est Barès. Donc on ne peut pas changer. N'oubliez pas que son père a été poujadiste. Il a été un des premiers députés, très jeune député de la 4e République, je pense, de la 4e République. Donc elle a une matrice qu'elle ne pourra pas, évidemment, s'en extraire assez facilement. Merci. Karim je me dis, c'est l'impact qu'aura, si jamais Madame Le Pen est élue, l'impact qu'elle aura sur les relations algéro-françaises, ce qui me semble très improbable toutefois. Karim Naïtou Slimane, vraiment moins d'une minute, parce que nous avons vraiment débordé du temps de l'émission. En une phrase, Djamel-Din, je vais reprendre l'expression utilisée par le canard enchaîné, c'est-à-dire le ni Marine, ni Le Pen, et Sahaf Torko. يسلمك كريم نايتو سليمان صحاف طورك ابراهيم يونسي صحاف طورك يديروا لنا صحاف طورك صحاف طوركم شيخ زامي بقاو على خير بسلامه.